Bon bah voilà, c'est parti pour une nouvelle chronique. Ouais, il me reste plus beaucoup de voix, mais bon, c'est pas grave. Alors, dans la précédente, j'ai eu des commentaires, il y en a deux qui m'ont fait marrer. C'était du style alors Raoult, tu fais des chroniques satiriques maintenant? C'était dans ce style-là. Ça m'a fait rire. Du coup, j'ai répondu que pour la prochaine, je mettrai les lunettes et la blouse blanche. Donc à la fin de la vidéo, là, il y aura une séquence lunettes, blouse blanche. Je pense que c'est à cause de mes cheveux qui poussent de plus en plus qu'on me compare à Raoult, parce que pour le reste, je suis pas Raoult. Hein. Et tiens, à propos de Raoult, on veut encore lui coller un truc du style traitement de la tuberculose illégale, etc. Enfin bon, ils essayent tout pour le faire tomber, mais bon. Il a bien répondu d'ailleurs dans sa dernière vidéo. Bon, sur ce, eh bien, c'est reparti dans la bonne humeur et la mauvaise foi. Allez, en route. Santé. Bon bah ça fait des semaines qu'on se bouffe du Gargamel, là, ça commence à être l'overdose. Hein. Ouais, maintenant il est même devant Le Pen dans les sondages, vous avez qu'à voir. Maintenant on nous fait un plan Zemmour-Macron au second tour. Bah ouais, ça change un peu. Du coup, bah, il nous débarrasse de Le Pen en étant au second tour. Maintenant, il faudrait qu'on en trouve un autre pour nous débarrasser de Macron. Au moins, ça nous changerait les idées. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors à propos des sondages, on rigole aussi parce que je me souviens qu'en 95, Balladur devait être élu au premier tour. Hein, bah, il a même pas été au second. Après, Jospin devait battre Chirac haut la main. En 2002, hein, bah, en fait, c'est Le Pen qui était à la place de Jospin au second tour. Et puis, bah, il y a eu 2005, hein, le référendum, on donnait Louis gagnant à mort, et puis en fait, c'est le non qui a gagné. Donc, vous voyez. Enfin bref, alors les sondages. C'est ce que je dis, ça se trouve, il n'y aura peut-être même pas d'élection en avril 2022, vu le bordel ambiant. Ça se trouve, il y aura une autre fête, hein, un autre carnaval, on ne sait pas. Alors j'ai vu aussi dans un article que Zemmour veut que les étrangers vivent à la française. Bah c'est ce qu'ils font, il est con lui. C'est ce qu'ils font déjà les étrangers ici. Hein. Parce que les Français, ils vivent comment? Hein, les Français, bah, ils font leurs courses sur Amazon maintenant. Hein. Ils vont chez McDo, ils ont leur smartphone construit par les exploités d'Extrême-Orient. Ils vont sur Twitter, Facebook, Instagram. Hein. Donc en gros, ils vivent à l'américaine. Hein. Je dirais même ils vivent à la mondiale, à la mondialisée si vous voulez. Hein. Avec le pass sanitaire en plus, parce que oui, nous dès qu'on peut être plus con que les autres, eh ben, on se surpasse. Donc conclusion, les étrangers vivent bien à la française puisqu'ils font la même chose que nous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Zemmour? Eh bien en fait, il doit se passer que pour lui, le français doit avoir un béret sur la tête, une baguette sous le bras, le Figaro dans l'autre main, et doit aller le samedi soir danser la valse au son de l'accordéon. Alors ce qui est marrant, c'est que Zemmour n'a jamais parlé de pinard ni de bouffe, alors qu'on est le pays du pinard et de la bouffe. Hein. Oui, parce que le pinard et la bouffe, c'est quand même des symboles français. Hein, parce que si vous regardez bien le Saint-Nectaire et le Côte-du-Rhône, là-dedans, il y en a du symbole français. Hein. T'es pas obligé de citer Peggy et Maurras tout le temps. Hein. Il suffit de boire un calan avec un morceau de calandose. Quand t'as 5-6 verres dans le nez, hein, bah, t'oublies que tu t'appelles Eric ou Mohamed. Hein. T'en as plus rien à foutre. Tiens, à propos de prénom, il veut nous ressortir une vieille loi pour que les étrangers aient leur nom francisé et surtout leur prénom, hein, qu'ils prennent un prénom français. Ah bah ceux qui vont voter pour Zemmour, ça va leur changer leur quotidien, ça, hein, de franciser les prénoms, hein, ça va leur augmenter leur pouvoir d'achat. Hein. Remarquez, c'est pas con sa technique à Zemmour, parce que en fait, lors d'un entretien d'embauche, si t'es pas embauché parce que tu t'appelles Rachid, bah, c'est de ta faute. En fait, le fautif, c'est celui qui s'appelle Rachid et pas celui qui commet la discrimination, c'est-à-dire l'employeur. Moi, c'est une technique pas conne du tout. Hein. C'est beaucoup plus facile, en fait, que de sanctionner celui qui commet un acte discriminatoire. Si on regarde bien sur le plan économique et social, on voit que Zemmour nous propose du Macron, hein, une fois de plus. Ou alors il nous referait du Sarkozy. Voilà, donc
avec un petit côté thatchérien. Donc en vérité, notre problème n'est pas les inégalités. Ah bon, c'est pas un problème les inégalités. Allez les prolos, votez Zemmour. Notre problème, c'est la baisse de la production française, c'est la baisse de l'accroissement de la richesse française. Et pourquoi? Parce que notre modèle social est obèse. Vous savez combien est évaluée notre dépense sociale, monsieur Mélenchon? 750 milliards d'euros. Vous savez, ça représente 30% du PIB. Et ça a des conséquences. On le paye en dette, qui explose, et on le paye en charges sociales énormes. En laissant Luc Mélenchon vous répondre. J'ai fini. Et les charges sociales poussent les entreprises à délocaliser, et donc on perd encore en emploi. Et en plus, je ne vais pas revenir sur l'immigration, mais nous avons de plus en plus une immigration sans travail qui pèse énormément sur nos comptes. Et donc, les préconisations que vous m'avez demandées, oui. Il faut absolument réduire ces charges sociales, il faut réduire les impôts, il faut supprimer les impôts de production, il faut réduire les charges sociales. En plus, lui qui prétend aimer la France de façon charnelle, il veut maintenir le pays dans l'Union européenne et la zone euro. Hein? Donc en fait, il sera lui aussi le président des riches et des banquiers. Et le peuple aura dans le cul une fois de plus. Et puis de toute façon, ça fait 40 ans que ça dure. Le conduit doit être bien ramoné. Hein. Comme on sait, il n'y a plus besoin de vaseline. Hein. Voilà. Alors pour clore le chapitre sur Zemmour, en fait je voudrais dire qu'il y a très peu de débatteurs qui arrivent à sa hauteur. C'est ça le problème. À part Mélenchon et Onfray, sauf que Onfray, lui, il se présente pas à la présidentielle, sinon je vois pas qui pourrait être en face. Hein. Même Marine Le Pen qui veut débattre avec lui, remarquez, j'ai envie de voir ça. Et à mon avis, elle tiendra pas longtemps. Autre chose, je pense que Zemmour ne connaît pas la France, ou alors il la connaît à travers des récits, mais c'est tout. Parce que lui, je suis pas sûr qu'il soit sorti souvent de Paris en fait, hein, parce qu'il est beaucoup dans la mondanité avec les trous du cul du tout Paris, hein, et en dehors de ça, je me pose des questions. Et je me dis que Zemmour pense en fait que la France c'est la région parisienne avec un peu de terre autour, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en province, que ce soit en zone rurale comme chez moi, ou dans les zones dites périphériques, parce que ça existe, hein, et bien Zemmour, je pense qu'on s'en fout un peu, même beaucoup. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'il n'apportera rien du tout, parce qu'en fait, il ignore ce qu'est le pays. Voilà. Il le voit comme un bourgeois parisien. Ah, le prof, eh ben, il est toujours là. Hein, ils ont essayé de le déboulonner, mais ils ne sont pas arrivés, hein, en le mettant à la retraite. Ah bah ça, non, il est toujours là. Il continue à faire ses vidéos, à expliquer des trucs, à faire des interviews, voilà. Bah c'est très bien. Hein, comme quoi les magouilles, hein, des fois ça fonctionne pas. Hein. Moi à la retraite, je te mettrais bien Fabius, moi, parce que lui par contre on le pousse pas à la retraite, hein, il a bientôt 80 piges, il est à la tête du Conseil constitutionnel qui a validé cette loi ignoble du pass sanitaire, enfin bon, lui il peut rester, il n'y a pas de problème, hein. Il a le sang contaminé sur les mains, mais comme sanction, on l'a mis à la tête du Conseil constitutionnel, hein. C'est pas mal hein, comme sanction. Alors ce qui est fascinant chez Raoult, c'est que c'est pas seulement un médecin, c'est aussi un brillant intellectuel. C'est-à-dire qu'on peut parler de tout avec un gars comme ça. On peut parler de peinture, on peut parler de théâtre, on peut parler de littérature, de philosophie, voilà, de plein de choses comme ça. Donc ce qui est très rare, hein. Quand on voit les autres abrutis à côté sur les plateaux TV, on rigole. Hein. On lui reproche de ne pas vouloir débattre. Mais il a autre chose à foutre que d'aller débattre avec des couillons des plateaux télé, franchement. D'ailleurs, il le dit, hein, je parle pas avec les dingues. Donc le professeur Raoult qui est prêt. Est-ce que le professeur Raoult m'entend? Je ne participe pas à des débats comme ça. Ah, il est énervé. Oui, mais ou bien alors. Vous voyez que c'est bien le vrai. C'est vraiment une interview du professeur. Pas avec les dingues. Hein. Bonsoir. C'est ma femme. Ma femme est psychiatre, elle parle avec les fous. Donc si vous voulez vous exciter comme ça, vous prenez un rendez-vous chez elle. Et moi, je ne parle pas avec les excités comme ça. Hein. Je ne fais pas. Et de l'autre côté, les charlatans des plateaux TV se gardent bien de dire qu'ils veulent débattre avec Didier Raoult. Parce qu'ils savent très bien que face à lui, il tiendrait 20 secondes, quoi. Voilà. Franchement, quand vous regardez Jean-Paul Hamon, c'est un tout bib. Il va falloir sortir la boîte à claques et cogner sur les antivax, c'est-à-dire que ça voulait dire
Ça voulait dire. Alors, il y a des avocats en mal de publicité qui ont pris ça au premier degré et qui ont dit, est-ce que je suis une personne sur laquelle vous devriez cogner? Alors, écoutez, ça m'a pas étonné de vous, parce que quand question de mauvaise foi, vous êtes bien en forme. Hein. Donc là, moi, c'était un truc du second degré et j'avais dit, on va pas laisser comme ça les gens. C'était un moment où la vaccination patinait. Votre indignation, cher maître, vous pouvez vous la mettre, d'accord? Laurent Alexandre, lui c'est un spécialiste des flacons de pisse, hein. Ça s'appelle urologue. Je rappelle, et ça ne va pas faire plaisir à mon confrère, le docteur Muselier, que les études qu'ont fait Didier Raoult ou qu'ont fait le professeur Perron, qui est le grand allié dans cette affaire du professeur Raoult, sont pourries. Ce sont des études qui sont méthodologiquement pourries. J'ai débattu récemment avec le professeur Perron, le grand allié, donc je le répète, de Didier Raoult. Il a quand même osé me dire que la médecine ne se faisait pas à partir de statistiques, mais à partir de ses tripes. Non, la médecine de 2020, ce n'est pas la médecine de 1950. Elle ne se fait pas à partir des tripes et de l'intuition du grand professeur. Elle se fait à partir des résultats, à partir des chiffres. Il faut que nous retrouvions la rigueur pharmacologique, c'est nécessaire, parce que la France est en train de devenir la risée des experts internationaux en évaluation du médicament. Karine Lacombe. Le virus n'a pas muté, le virus est exactement le même. Il a émergé en septembre, on l'a détecté sur le territoire français très tard en fin d'année et très rapidement il est devenu le variant majoritaire dans la population. Mais est-il très dangereux ce variant indien? Certains disent pas certainement. On n'en est pas encore sûr. Elle disait que les variants, ça n'existait pas. À l'époque où Didier Raoult disait qu'ils existaient. Donc, mais de temps en temps, je suis surpris de l'ignorance totale. J'ai été frappé, par exemple, de l'ignorance totale de la virologie dans ce pays, rapportée, puisque les gens ne savaient pas que les virus ARN mutaient. Moi, quand on a été les premiers au monde à trouver des variants, parce que je fais de la génétique microbienne depuis 21 ans, et les gens disent en public et fassent dire au ministre, le conseil scientifique disent il n'y a pas de mutants, il n'y a pas de variants dans des virus ARN. Mais c'est une bêtise, moi j'enseigne ça aux étudiants en première année, enfin. Et on lui a filé la Légion d'honneur pour toutes les conneries et les mensonges qu'elle nous a balancés. C'est beau, hein? Plus on raconte de trucs énormes, qui n'ont aucun sens, et plus on a de chances d'être décoré. D'ailleurs, en France, on aime bien couronner les furoncles plutôt que les génies. On est un pays qui a horreur de l'excellence. C'est pour ça que beaucoup de génies, de scientifiques, d'artistes s'en vont. Ça, je me souviens, c'est une digression. Hein. C'est Jean-Yann à qui on avait reproché d'avoir tourné un film à Los Angeles, à Hollywood. Je ne sais plus lequel c'était, mais il avait répondu aux journalistes c'est normal que j'aille à Hollywood pour faire un film. Si j'avais voulu faire de la porcelaine, je serais allé à Limoges. Et si j'avais voulu faire du nougat, je serais allé à Montélimar. Bon, on referme la parenthèse. Bon, je vais vous épargner Olivier Véran. Ouais, parce qu'on en a déjà assez soupé comme ça. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que ce mec, c'est un cas d'école quand même. C'est que Véran ment tellement qu'on n'arrive même plus à croire le contraire de ce qu'il dit. Balèze, hein? Bon, il y a un truc qu'on commence à entendre maintenant, c'est que, vu que le vaccin n'est pas aussi efficace que ça, on va utiliser des traitements préventifs. Pas beau, ça? Même Raoult, dans une de ses dernières vidéos, en parle, même avec un air jubilatoire. Je ne suis pas inquiet. Il va y avoir beaucoup de discussions à propos maintenant de la thérapeutique précoce de ces maladies, parce que l'industrie pharmaceutique sort des nouveaux médicaments qu'on va pouvoir donner chez les gens qui sont malades précocement, et donc ça fera un marché colossal, et donc une information considérable sur le traitement précoce qui ira, et donc on entendra les mêmes qui disaient que le vaccin marchait à tous les coups, et dire le vaccin ne marche pas à tous les coups, et donc il faut absolument tester de nouveaux médicaments pour pouvoir traiter les gens précocement, puisque le vaccin ne marche pas à tous les coups. Vous verrez des retournements de position qui seront intéressants à observer. Alors, c'est marrant parce que jusqu'à maintenant, on disait qu'il n'y a pas de traitement. Mais là, en fait, il parle de traitement préventif, là, les hautes sphères, c'est parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui vont sortir des laboratoires, des traitements. Alors évidemment, vu que c'est des nouveaux médicaments, on va les utiliser.
Mais voilà, on continue à vouloir préférer à engraisser les labos plutôt que d'utiliser des médicaments qui sont dans le domaine public et qui rapportent rien au labo, mais qui ont montré aussi leur efficacité, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de fois dans les infos, on nous a balancé, des études ont montré, des essais cliniques ont montré que le protocole Raoult ne fonctionnait pas. Le problème, c'est que chaque fois que les journalistes ont dit ça, ils ne nous l'ont jamais montré, ils n'ont jamais sorti le papier comme ça, en disant voilà, c'est écrit là-dessus, jamais. C'est quand même curieux, parce que quand on balance des trucs, on montre les sources. Il y a quelque temps, des universitaires en quête de notoriété avaient reproché à Didier Raoult de pratiquer le colonialisme médical. Bon, faut déjà avoir l'esprit assez tordu pour chercher ça. Là, dans une récente vidéo, Raoult nous parle du Gabon. Et vous essayerez de voir où se trouve le colonialisme médical dans ses propos. Professeur Didier Raoult, vous revenez d'une mission au Gabon. Quelles expériences en avez-vous retirées? Sur place, à Franceville, j'ai été impressionné par la rapidité de la mise en place des outils, qui dans certains cas ont été plus rapides qu'en France. En février-mars, ils commençaient à faire les tests Covid. Ils ont commencé à faire des séquences, la séquence variante à partir de mai 2020. Et donc je pense qu'ils ont des séquenceurs, ils ont bien sûr, ils ont plus besoin d'aide au niveau de la formation des gens. C'est un des éléments majeurs de l'IHU. Et un des éléments majeurs de l'IHU, ça a été, et ce devra rester, d'avoir des liens avec les pays francophones pour les aider à former des gens de manière à ce que leur niveau d'usage des outils soit dynamique. Mais au niveau décisionnel, moi je suis très impressionné par la qualité de la réponse qui doit nous faire réfléchir sur leur potentiel, et singulièrement, on avait remarqué, on a fait une publication là-dessus, que quand on ramenait le nombre de génomes au nombre d'habitants, au nombre de morts par le Covid, il y avait 14 pays africains qui avaient fait mieux que nous. Hein. Donc il faut se départir de cette arrogance française, de cette manie de prendre tout le monde pour des imbéciles, parce que le monde court et il ne cherche plus nécessairement à nous imiter, en particulier quand nos choix sont des choix qui ne sont pas très convaincants. Vous voyez, quand il parle de ça, on sent qu'il y a une humilité et une modestie chez Raoult là. Hein, et ben, un colonialiste, c'est tout le contraire. Un colonialiste, c'est quelqu'un qui est arrogant et condescendant, hein, qui regarde les autres peuples de haut. Le totalitarisme. Alors, au nom du bien commun, on vous supprime vos libertés. Voilà, c'est ce qu'on vit depuis le début de la crise sanitaire, hein, donc on est en plein dedans. Mais quand même 60% des Français semblent s'en accommoder. Souvent j'aime citer Benjamin Franklin qui disait un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Ben voilà. Le pass sanitaire, c'est quoi? Bah, c'est ça. Hein. Ouais, puis en plus, ils nous l'ont prolongé jusqu'au 31 juillet. Hein. Il faudrait peut-être se réveiller. Hein. Parce que, à mon avis, on va en bouffer de cette connerie. Et en face, bah, c'est la léthargie complète. Hein. Hélas, et oui, hélas, les partisans de la servitude volontaire sont beaucoup plus nombreux à gauche qu'à droite. C'est pour ça que je dis hélas. Oh mais si, j'en connais plein. Hein. Des altermondialistes, des LFistes, des néo-trotskistes, des non, pas les socialistes, je voulais juste citer les mouvements de gauche. En fait, ça leur va bien, ce monde orwellien qu'on se prend en pleine gueule. Ouais, puis quand j'en croise quelques-uns, là encore, ils me disent « Alors, ça va ?» Je dis « Ouais, ça va. Hier, j'étais de gauche, mais aujourd'hui, ça va mieux. » Voilà, donc politiquement, je suis orphelin. Hein. Vous inquiétez pas, hein, je ne vais pas porter de deuil, hein, parce que j'en ai plus rien à foutre de ces gens-là. Parenthèse refermée. Comment commence le totalitarisme? Tiens, je vais vous passer ce que dit Jean-Lucien van der Schmuff, hein, célèbre philosophe de Liège, qui vous raconte la parabole de la grenouille et de la marmite. Ça illustre bien le propos. La métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Une grenouille nage dans une marmite remplie d'eau. Un feu est allumé pour faire grimper la température de l'eau.
La grenouille continue de nager sans faire attention à ce qui se passe. Hein. Et puis l'eau, elle commence à devenir tiède. La grenouille s'affaiblit un petit peu, se demande ce qui se passe, et puis finalement, bof, elle continue de nager. Et puis la température continue de grimper, et puis ça grimpe. Et puis l'eau, elle devient chaude, alors la grenouille s'affaiblit. Elle commence un petit peu à se demander ce qui se passe. Elle trouve ça un peu désagréable, et puis au bout d'un petit moment, hop, ça y est, elle commence à s'y faire. Et elle continue de nager en ayant chaud, mais elle s'y fait. Finalement, elle y trouve son compte. Et puis, la température continue de grimper, jusqu'au moment où la grenouille, elle a fini par cuire. Donc, elle a crevé. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à plus de 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat pour être éjectée de la marmite. Ben oui. Cette expérience nous montre que lorsqu'un changement s'effectue de façon suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite par conséquent aucune réaction, aucune opposition et aucune révolte. Le totalitarisme, on commence à le rencontrer quand on va dans un mouvement politique ou un parti. Moi, je l'ai vu, j'ai rencontré des partis de gauche et des mouvements de gauche radicale et tout ça, et je me suis aperçu que très vite, on ne pouvait pas prononcer certains mots, certaines phrases, certaines expressions. On ne pouvait pas se référer à certains penseurs qui ne font pas partie de l'idéologie du mouvement en question. Et c'est là qu'on se retrouve coincé, quoi. Et par exemple, si vous dites dans un mouvement de gauche radicale, j'aime mon pays. Là, on te regarde déjà de travers en te faisant comprendre mais qu'est-ce que tu nous racontes là, ça va pas, t'es en train de virer ta cutie, voilà. D'ailleurs, je vais vous passer un extrait où Brassens parle de ça, hein, quand il évoque la Marseillaise, et puis aussi qu'il dit que il aime bien son pays, mais voilà comment il le dit. Ça vous émeut un drapeau? Non, absolument pas. Non, moi je n'aime pas ma patrie, moi j'aime la France, ça n'a aucun rapport. Et la musique militaire? Oh, la musique militaire me plaît parfois beaucoup, j'aime assez ça. D'ailleurs, de temps en temps, dans mes chansons, j'ai des rythmes qui pourraient très bien faire de l'usage chez les militaires. Et la Marseillaise? Non. Non. La musique n'est pas mal, les paroles sont très discutables sous le rapport de la qualité. Et puis aussi j'ai vu le concert des Berus au Canada, hein. Alors je suis pas allé au Canada, je suis pas allé au Québec, mais je l'ai vu sur YouTube. Et il y a un moment, le chanteur des Berus, il sort un drapeau bleu, blanc, rouge et il explique qu'il ne faut pas laisser le drapeau de la République aux mains du Front National. Et là je trouve que c'est vraiment chouette parce qu'on s'attendait à ce qu'il sorte un drapeau noir, évidemment. Et ben non, là, il sort le drapeau tricolore et je trouve que c'est bien vu. Ok, le drapeau français n'appartient pas au Front National. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Oui, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Si on fait ce genre de choses dans un mouvement politique ou dans un parti politique tel que je les connais, là tu es tout de suite un renégat, un traître, et tu n'as plus rien à y foutre. Voilà. Hein. Alors je vous explique pas si par exemple vous êtes à la France Insoumise ou si vous êtes au NPA par exemple, même au Parti Socialiste d'ailleurs, si vous dites comment on traite le problème de la sécurité et de l'immigration. Alors là, vous êtes cuit. Hein. Quoi, ces expressions, l'immigration, la sécurité, c'est des thèmes de facho, non mais ça va pas, voilà ce qu'on va vous sortir. Donc du coup, on ne peut pas avancer. Et en fait, ça m'amène à dire que plus on enlève les mots, plus on supprime les expressions, et moins on peut penser en fait. Ben oui. C'est-à-dire qu'on ne peut plus raisonner. Donc, on n'est plus des militants, on est carrément des adeptes d'une secte.
Voilà ce qu'on devient dans un parti ou un mouvement politique. On réagit de façon pavlovienne. D'ailleurs, comme exemple de mouvement totalitaire, je prends La République En Marche par exemple. On a vu depuis le début du quinquennat, tous ceux qui se sont exhibés dans les émissions de télé, ils avaient tous les mêmes expressions, les mêmes tics, les mêmes façons de parler. Et voilà, donc on voit bien que dans un parti comme ça, la pensée n'existe pas. L'important, c'est de ne pas appartenir. Parce qu'à partir du moment où on appartient à quelque chose, à un mouvement, à quelqu'un, eh ben on n'est plus soi-même. Alors pour clore le truc, par exemple là, Macron, on voit bien qu'il nous amène à un régime autoritaire parce que lui, il parle de Startup Nation. Alors une start-up c'est une entreprise, et il faut savoir que une entreprise, elle a sa propre idéologie. Ceux qui sont embauchés dans l'entreprise, ils doivent penser comme l'entreprise. C'est très souvent comme ça, dans les plateformes, les choses comme ça. Il faut être dans le moule. Sinon, ils doivent démissionner ou alors on les licencie. Et bien, vu que Macron prend le pays pour une entreprise, on est dans un régime totalitaire. Et enfin, voici ce que disait Aldous Huxley dans son ouvrage Le meilleur des mondes. La dictature parfaite aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne chercheraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. C'est marrant, on dirait le programme de l'Union européenne. En vrac. Alors, Macron met en place une commission pour contrôler, voire interdire les fake news. Alors c'est une très bonne idée. Alors du coup, moi je dis ok, comme ça du coup il faudra interdire le gouvernement, les médias mainstream, l'État, et puis d'ailleurs Macron devrait s'interdire lui-même, parce que tous ces organismes-là, c'est en fait les premiers producteurs de fake news. Depuis 5 ans, ça manque pas. Alors comme dit si bien Idriss Aberkane, la seule entité qui a le droit de déterminer ce qui est une fake news ou pas, c'est le peuple. Barbara Pompili. Alors là, je vais vous montrer un extrait où vous pourrez voir le niveau intellectuel de cette ministre. Ça vaut sur pesant d'or. D'abord, c'est faux, Madame le Ministre. La consommation électrique, elle, va augmenter. Je suis étonnée que vous fassiez encore ce genre d'erreur, Monsieur le rapporteur. Pour le reste, sur la question... Madame la Ministre, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous dire que lorsque Monsieur Aubert dit Madame le Président, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est conforme à la langue française. C'est conforme à la langue française. Lorsque vous dites Monsieur la rapporteure, c'est une provocation et je ne veux pas la laisser passer, Madame la Madame Ministre. la Présidente, avec tout le respect que je dois à votre personne et à votre fonction, et vous savez que je vous apprécie énormément, je demande de manière très claire à être appelée Madame la Ministre. Si Monsieur le député ne respecte pas cela, eh bien, il sera appelé Monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité. Non, Madame la Ministre, non, je crois que là, vous ne pouvez pas tordre les usages de la langue, je regrette. Ah si. Si Monsieur Aubert vous appelle Madame le Ministre, c'est un usage validé par l'Académie française. En revanche, Monsieur la rapporteure, ça ne l'est pas, je regrette. Non, indépendamment de ce qu'on peut en penser, indépendamment de ce qu'on peut en penser, ne nous livrons pas à ce genre de provocation, je vous prie. C'est beau, hein. C'est du lourd aussi, Il faut rappeler que Madame la Ministre fut chez les Verts avant d'étaler son opportunisme à La République En Marche. Au fait, il ne faut pas dire ministre de l'écologie, je le répète, il faut dire ministre de la transition écologique. Oui, parce que ça veut dire qu'en fait, on essaye de tendre vers l'écologie, on essaye de s'en rapprocher, mais elle n'y arrive pas. Voilà, mais ça j'avais déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. Alors on me dit ouais tu te répètes, moi je réponds ouais mais pas assez. En fait cette ministre elle sait pas trop où elle habite. Bon alors, ça se voit qu'elle est devenue macroniste. Pour le glyphosate elle est carrément pas pour, mais en même temps elle est pas franchement contre. Et elle va bientôt nous sortir que le glyphosate est bio puisque les flacons sont verts. Dans un autre registre on a Sandrine Rousseau. Ça aussi c'est pas mal.
Quand une écolo féministe nous fait part de sa culture cinématographique, surtout en ce qui concerne le cinéma français, eh bien on est subjugué. Oh bah ouais, surtout quand elle rend hommage à Jean-Pierre Belmondo, hein? C'est pas beau ça? Jean-Pierre. Bon là, il faut le faire quand même, hein. Se tromper de prénom sur Belmondo. Parce que bon, elle aurait dit Patrick Toretton au lieu de Philippe Toretton. À la limite, ça aurait pu se comprendre. Mais là, avec Bébel, franchement... ouais. Il faut reconnaître que le cinéma français est truffé de gueules incroyables qui appartiennent à des mâles non déconstruits. Hein. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle connaît pas trop ce cinéma, Madame Rousseau. Vous verrez qu'un jour, elle saluera la mémoire de Robert Depardieu. Heureusement qu'elle sera pas présidente de la République, parce qu'elle serait capable de faire brûler tout le cinéma français dans un wok. Pour terminer, dès la ministre de la Transition écologique, on en a eu des bonnes. Hein. Dans le passé, il y a eu Roselyne Bachelot, hein, qui était pas mal dans le genre, hein, parce qu'elle a été ministre, mais à l'époque on disait ministre de l'écologie. Hein. Alors elle a sorti un truc que je crois que j'avais déjà sorti dans une vidéo, mais j'aime bien rappeler cette phrase-là. Elle avait dit je ne suis pas contre le nucléaire, mais pour que notre génération ne gaspille pas les réserves d'énergie renouvelable. C'est pas beau ça? Les réserves d'énergie renouvelable. Bon, bah, on va en remettre une couche. Donc, le 20 octobre, quand il y a eu le vote sur le pass sanitaire à l'Assemblée nationale, il faut que vous sachiez qu'à la première séance, il y avait 150 députés sur 577. Encore mieux que le 25 juillet. Mélenchon, ah non, il n'était pas là. Hein. Mais oui, pourtant il gueulait fort contre le pass sanitaire. Ah bah, en meeting, on dit toujours des choses très fortes. Hein. Alors c'est vrai, nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains. Et puis, le même jour, il y a eu une deuxième séance sur ce projet de loi. Là, ils étaient un peu plus nombreux, ils étaient 261 sur 577. Et toujours pas de Mélenchon. À mon avis, il devait retaper son scooter, vu qu'il n'a pas le permis de conduire. Sur ce vote du 20 octobre, sur le premier où ils étaient que 150, en fait, ça s'est joué à 2 voix près, parce qu'il y aurait eu 2 députés de l'opposition qui seraient pointés pour voter contre, et ben ça passait pas. Et puis à la séance suivante, il y aurait eu seulement 11 députés de l'opposition qui seraient pointés et qui auraient voté contre, et ben ça passait pas non plus. Donc voilà, alors moi, j'en ai plein le cul de faire confiance en des gens qui font pas leur taf. Hein. Alors, du coup, je me suis décidé, hein, j'ai averti le Conseil constitutionnel, j'ai envoyé un mail, donc je me présente aux élections présidentielles, mais pour un truc très simple, hein, pour que le vote blanc soit reconnu comme suffrage exprimé. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, le bulletin blanc, il est juste comptabilisé, mais il n'a aucune incidence sur le résultat du vote. Ce qui fait que Madame Coin-Coin et Monsieur Coucou, si Madame Coin-Coin fait 55% et Monsieur Coucou 45%, ben voilà, c'est vite fait. Hein. C'est Madame Coin-Coin qui a gagné. Mais si le vote blanc est reconnu comme suffrage exprimé, et ben, si par exemple il y a 10% de vote blanc, ben Madame Coin-Coin fera 49,5 et Monsieur Coucou, ben, il fera 40,5. Mais ça sera quand même Coin-Coin qui aura gagné, puisque ça sera le plus gros score. Mais imaginez 60% de vote blanc. Bah là, l'élection, elle est cuite, elle est foutue, hein, faut tout recommencer. Donc voilà, du coup, je vais me présenter pour ça. Quand je serai le président, je demanderai à tous les partisans du vote blanc de se présenter aux législatives qui suivront juste après, pour constituer une majorité, pour faire passer cette loi pour que le vote blanc soit reconnu comme suffrage exprimé. Je ne vais pas vous parler d'Europe Écologie Les Verts, où se sont présentés il n'y a pas longtemps quelques primaires pour la présidentielle. Non. Il faut savoir en plus que la nature est fâchée avec ce parti politique, car comme vous le savez, elle a horreur du vide. Alors on a découvert que le problème du carburant était un problème philosophique en fait. Au début on croyait que c'était économique, mais en fait non. Oui, parce que si on se réfère à ce que disait Jean-Paul Sartre, parce qu'il disait l'existence précède l'essence. Ben ouais, c'est vrai. Parce que regardez Cro-Magnon ou Charlemagne, ben, ils ont existé bien avant la découverte du pétrole.
Édouard Philippe vient de baptiser son nouveau parti Horizon. Alors ça c'est marrant parce que Horizon en fait c'est quoi l'horizon? C'est une ligne imaginaire et circulaire. Donc en fait le parti d'Édouard Philippe c'est juste une illusion d'optique et tu tournes en rond en plus. Donc rien de nouveau. Ouais, et puis comment qu'on va les appeler les militants de Horizon? Les horizontaux? C'est bien parce qu'au moins ils auront l'air cons tout de suite là. C'est vrai qu'à l'horizontale, on peut imaginer plein de choses. Hein. Éducateur Geoffred, que pensez-vous de l'évolution du médico-social à l'heure actuelle? Eh bien, je pense que dans l'expression médico-social, il faudrait faire une modification en remplaçant le mot social par rentable. Je tiens à vous informer que dans très peu de temps, je ferai une vidéo pour parler de ce sujet-là de façon beaucoup plus précise. Ce sera une vidéo entièrement dédiée à ça. Oui, alors là, évidemment, vous voyez un peu mon accoutrement. Évidemment, j'ai une blouse blanche avec beaucoup de taches. Parce qu'il faut savoir que dans un institut où on s'occupe de publics déficients, atteints de troubles du comportement, on s'aperçoit que aussi les techniques des arts appliqués sont importantes. Et il arrive que souvent, des usagers nous prennent pour des chevalets ou des tableaux. Donc, vous pouvez constater le résultat. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie aussi. Bon, je vais vous laisser avec la barbarie macroniste. Il y a quand même des trucs sidérants, vous allez voir. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron! Oh, monsieur de con! Oh, viens te chercher chez toi! Emmanuel Macron! Oh, tête de con! Oh, viens te chercher chez toi! Donc nous sommes bien d'accord qu'il n'est pas nécessaire pour les activités quotidiennes aller à son boulot, faire ses courses ou au cinéma. Surtout pas, mais mieux que ça, voilà. C'est interdit. C'est-à-dire qu'une entreprise ne pourrait pas décider d'imposer le pass pour rentrer dans l'entreprise. Une entreprise de tourisme française avait voulu, pour réouvrir, dire « je vais imposer le pass sanitaire pour qu'on réserve un billet chez moi ». Nous, il a fallu qu'on le précise dans la loi. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le pass sanitaire comme une condition d'entrée. La condition des femmes, c'est événement plus de 1000, passage des frontières. Ce sont les deux seuls moments, si je puis dire, auxquels une personne est habilitée à me demander mon pass sanitaire. Je le dis à l'envers, mais ça me permet de le retourner dans tous les sens, si je puis dire. Exactement, il n'y a que deux types de personnes, les frontières et à l'entrée d'événements de plus de 1000 personnes. Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, demain être vacciné pour aller au restaurant ou bien pour prendre l'avion, par exemple? La réponse est non. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. La pandémie ne doit pas servir de prétexte aux restrictions de l'espace de la société civile. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin, et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment, nous le ferons. Je voudrais le redire, le pass sanitaire, ça permet de garder ouvertes des activités, donc c'est un levier de liberté. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer à partir du 15 novembre. Alors, il y a un mot qui agace Pierre Armitti, c'est le liberticide. Oui, liberticide. Il y a un truc qui est terriblement liberticide, mais terriblement liberticide, c'est la mort. Ça, je ne connais pas un truc plus liberticide que la mort. Ça, c'est terrifiant, c'est absolument terrible. C'est le président de la République, que par ailleurs j'aime bien, qui disait c'est très dur. C'est très dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. Je pense quand même que ça devait être plus dur d'avoir 20 ans en 1940. Parce qu'en 1940, le couvre-feu, c'est les nazis qui les faisaient respecter. On n'en est pas là. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. La magie du ballet des robots, du ballet des hommes. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, où on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours.
Alors, avec ça, vous allez pouvoir redonner aux jeunes l'envie d'aller travailler dans l'industrie, la fierté, la dignité à des personnes en situation de handicap, à des femmes en reconversion, la fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici, la fin, c'est la meilleure chose. Buona vita spaghetti e vedi italiana. E le vedi spaghetti e non vedi